Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque dimanche pour Info 7. Info 7 qui est la rétrospective des informations des temps forts de la semaine. Je vous ai dit depuis un certain temps, j'aime donner la parole aux jeunes, les jeunes qui sont l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous allons laisser ce pays à cette nouvelle génération. Et je l'ai dit, cette génération doit faire plus ou mieux que nous, parce que vu les erreurs que les vieux, entre guillemets, ont commises, en tout cas, je crois que les jeunes vont essayer de rectifier les tirs. D'ailleurs, le jeune que je reçois à son association Jeunes et Vieux, Serge Nyumbe, très heureuse de vous recevoir. Jeunes et Vieux, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez chasser les vieux et prendre la place, ou vous voulez faire une association entre les jeunes et les vieux? Quelles sont par exemple les erreurs que nous avons commises, parce que moi je me mets dans la catégorie des vieux ou des vieilles, que nous avons commises, que vous les jeunes vous voulez rectifier pour le bon fonctionnement de la RDC? Merci Paul Kimoutou, et je remercie également les téléspectateurs qui nous suivent. Bonne fête à toutes les dames, à toi particulièrement qui me reçois sur ton plateau. Jeunes et Vieux, c'est quoi? Jeunes et Vieux, c'est une mutualisation d'expérience. C'est une ASBEL qui a comme socle, comme fondement, comme préoccupation, la mutualisation d'expérience pour justement assurer un bon relève de niveau en RDC, un bon passage de flambeau entre les jeunes et les vieux. Nous ne disons pas qu'il faut mettre les vieux des côtés, mais nous disons que les vieux doivent accorder aux jeunes l'occasion d'expérimenter également ce qu'ils ont appris. Ce qui revient également aux jeunes à dire que vous devez également rester à l'écoute de vieux pour prétendre remplacer et mieux faire que ce vieux. Le renouvellement de la classe politique, selon vous, Serge Nyumbe, c'est quoi? C'est ce passage du flambeau entre les jeunes et le vieux. Est-ce que pour vous, c'est vraiment, il faut une cassure nette? Parce que beaucoup de gens se disent que les vieux ont échoué, ils sont devenus vieux aussi en âge, ils doivent laisser la place aux jeunes qui ont des nouvelles idées, qui veulent faire autre chose de nouveau, parce que les vieux sont ancrés dans leur pensée ancienne. Donc, c'est quoi, selon vous, ce renouvellement de la classe politique? Je ne pense pas que renouvellement veut dire cassure. Il ne faut pas penser qu'il faut faire un break, mais c'est aussi un moment de réflexion, un état de lieu. Vous savez, lorsqu'on est dans une nation, pour les cas d'espèce, pour le RDC, nous passons pas mal de temps à nous critiquer, nous jeter des pierres en disant qu'ils n'ont pas bien fait, les aînés sont toujours là, ainsi de suite. Nous disons dans Jeunes et Vieux, ce n'est pas une cassure que nous prenons. Dans Jeunes et Vieux, nous prenons une complémentarité. Bien entendu, qui dit complémentarité dit également acceptation de la vie des autres. Que demain, vous pensiez qu'il fallait aller vers la gauche et que les autres qui viennent aujourd'hui vous font comprendre rationnellement, objectivement, que pour aller mieux, il faut aller vers la gauche. Je pense que cette complémentarité, c'est ça, le renouvellement de la classe politique. Voilà, mesdames et messieurs, nous prenons le tout premier sujet. Nous allons parler de l'ouverture de la session à l'Assemblée nationale, session en tout cas de tous les enjeux, j'ose le dire, parce que les élections, c'est vers le mois de décembre. Je crois que cette fois-ci, les sessions de l'Assemblée nationale seront vraiment focalisées sur la préparation, le processus électoral, et nous allons avoir aussi les réactions de quelques députés par rapport à l'ouverture de cette énième session parlementaire. Plus de détails dans ce premier condensé, mesdames et messieurs. Comme à l'accoutumée, la plénière d'ouverture ici à l'Assemblée nationale a connu la présence de différentes personnalités. Aubin Minakou, dans son speech, a annoncé le couleur de cette session de mars. Elle sera électorale, d'où l'appel du président de la Chambre des députés à plus de responsabilités. L'unité nationale, la cohésion entre toutes les composantes sociologiques de la République et la préservation de l'intégrité nationale sont le maître mot du patriote Minakou. Au chapitre de matière à examiner, les priorités pour cette session ont été présentées à la plénière. L'on notera l'adoption de la loi fixant la répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives et provinciales, la possibilité de revoir la loi électorale si jamais elle était renvoyée par la Cour constitutionnelle. Parlant de la CENI, Aubin Minakou a dit la nécessité de jeter un regard dans le rapport de gestion financière de cette institution en vue de se rendre compte de son fonctionnement.
La Chambre des députés devra aussi se prononcer par rapport à la requête de l'UDPS au sujet du remplacement de son membre à la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas oublié la loi relative à la liberté de manifestation dont il souhaite son réexamen. L'innovation du jour, c'est la présence de femmes rurales venues en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, occasion pour le numéro 1 des élus d'inviter le gouvernement à s'investir pour la promotion des mamans maraîchères. C'est pour dire que les élections vont bel et bien se tenir, à condition que la CENI, ça je l'ai dit au conditionnel, à moins que la CENI nous dise, comment dirais-je, ait d'autres difficultés. Mais sinon les choses sont tellement claires que les élections vont bel et bien se tenir. C'est pourquoi nous appelons à la responsabilité des uns et des autres, que les casses finissent, que ces marches qui ne disent pas leur nom prennent fin pour qu'ensemble nous allions aux élections. Que ceux-là qui vont gagner, gagnent, mais qu'ils gagnent dans la dignité, comme le président a dit, qu'ils gagnent le pari dans la paix. Donc il a parlé des élections, c'est une bonne chose, mais celui qui analyse de très près son discours, il va découvrir qu'il a parlé des élections, mais sans indiquer ce que sera l'attitude à adopter par les parlementaires, l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale apporte sa contribution à la faisabilité de ces élections-là. Raison pour laquelle je crains que ça soit une sorte pour les besoins de la communication, et dire que voilà, les élections c'est priorité des priorités. C'est bien facile de les dire, mais il faut indiquer comment notre chambre parlementaire va s'y atteler. Et là, je suis resté sur ma soif. Tout comme la question sécuritaire. Il a parlé de l'insécurité, que ce soit en Ituri, que ce soit au Kivu. Mais encore une fois, il n'a pas indiqué de manière opérationnelle qu'est-ce que les députés pourraient faire pour y mettre fin. Et je crois que, si je peux me permettre de me lancer là-dessus, eh bien, il faut que le bureau encourage l'audition des ministres en charge de la sécurité, du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur. C'est très important. Serge Nyoumbe, vous avez suivi le speaker de l'Assemblée nationale. Il a tracé les grandes lignes par rapport à cette nouvelle session parlementaire. L'adoption de la loi par rapport à la répartition des sièges. Nous avons aussi entendu dire qu'il peut y avoir révision de la loi électorale. Alors, pour vous, Serge Nyoumbe, cette session est une session de tous les enjeux aussi? Oui, effectivement, pas seulement pour moi, pour toute la nation congolaise qui nous suit en cet instant. Vous savez que nous avons comme objectif cette année réaliser les élections. Nous avons raté 2 rendez-vous, il faut le dire. On a raté en 2016, on a raté en 2017 et maintenant nous sommes en 2018. En tant que Congolais, en tant que jeunes et vieux, en tant que vaillants fervents de l'alternance qualitative en République démocratique du Congo, je pense que cette session a toute sa raison d'être et que nos très chers députés qui sont là pour également nous accompagner dans cet exercice devront être plus concrets que paroliers. Voilà. C'est ce qu'a dit le député Juvenal. Nous l'avons suivi, excusez-moi de l'appeler par son nom, par son prénom, pardon. Pour vous, Minakou a beaucoup plus parlé au lieu de donner des indications précises comme il a dit, parce qu'il se dit, il ne sait pas comment ça va se faire, la faisabilité de l'apport de l'Assemblée nationale. Vous partagez aussi cette crainte, Serge Nyoumbe? Je pense que la crainte doit remonter dans le temps. Il faut se demander d'où nous venons. Pour être plus concret, c'est dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais que nous sommes, qui nous suit en cet instant, est bel et bien fatigué. Les raisons pour lesquelles il y a ces marches, ces sorties, ces réclamations et même ces morts que nous déplorons, c'est que la routine a fini par fatiguer. Et on parle de routine, on parle de l'absence de l'élection. Heureusement que nous avons des éléments on ne peut plus probants. Il y a déjà un fichier électoral qui existe. On a un calendrier électoral. Je pense, comme je venais de le dire, que l'Assemblée nationale, par ses députés, devra être un peu plus au front en termes de qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire
et comment réaliser ce qu'il faut faire. Voilà un peu votre point de ma vue, recommandation. oui, Serge Noumbé, par rapport à la loi sur la répartition des sièges, la loi par rapport aussi, le projet de loi par rapport à la représentativité, le seuil de représentativité, pour vous, c'est quelque chose de bien pour apaiser ces élections, parce que par rapport à cette loi-là, il faut être représentatif par au moins 1% dans l'ensemble du territoire national. Cela renforcera la légitimité des députés. Paulette Kimoto, laissez-moi vous dire qu'il y a du bien et du pas bien dedans. Je ne dis pas du mal. Du pas bien. Du pas bien. Alors, déjà, vous savez que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, compte plus de 700 partis politiques. Je prends l'exemple du Ghana qui n'en compte que 5. Certes, on me dira que c'est un petit pays par rapport à la RDC, mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est en termes de stratégie géopolitique d'un État pour réaliser ses objectifs politiques. Je pense que justement, cette nouvelle mesure rend un peu plus, on ne peut plus contraignant des prétentions. Cela poussera les gens à se regrouper. Justement, on est en plein dedans. Vous le dites vous-même, on en parlera de ces alliances. Je pense que c'est important de coaliser les gens autour des idéaux et non autour des personnes. Et c'est justement... Pas facile, hein? Pas facile, Serge Noumbé. Rien de tout ce qui est grand n'est facile. Je pense qu'aujourd'hui, un peuple qui parle trop sans faire est un peuple qui se perd dans cette parodie des mots. Aujourd'hui, la RDC, la République démocratique du Congo, a besoin d'avancer. Il faut regarder d'où nous venons. 1960, commençons par l'indépendance, 65 coup d'État Mobutu, parlons de 90 avec la démocratisation, les conférences nationales en Afrique, 97 FDL qui arrive. Conglomérat des aventuriers. Comme il a lui-même dit, je ne cite pas son nom. Ensuite, il y a ces guerres Sun City qui arrivent, les premières élections. Il faut qu'on continue à avancer. Et je dis que cette mesure, cette nouvelle mesure qui oblige les partis politiques à se coaliser est la bienvenue. Cependant, il faudrait également ne pas taire le côté singulier des initiatives. J'entends par là la minorité. La minorité, ce n'est pas parce que la minorité n'existe pas, qu'elle n'est pas en grand nombre et qu'elle n'existe pas. C'est ça le danger. Des petits partis, vous voulez dire? Moi, je ne parlerai pas de petits partis. Je parle de la minorité. Pourquoi pas petits partis? Parce que le débat n'est pas qu'en nombre. Ce n'est pas un débat quantitatif, mais c'est aussi un débat qualitatif. Je prends l'exemple de vous, Paulette Kimoto. Vous avez dû savoir, vous maîtrisez bien le journalisme. Est-ce pour autant que vous ne pouvez pas donner un avis dans une assemblée qui est contre vous? Je ne pense pas. Je crois que ici, l'idée c'est de dire oui. Pour les cas d'espèce, la République démocratique du Congo ne doit pas s'éparpiller dans cette marmaille de partis politiques, mais elle doit se construire autour des idéaux. Mais cependant, nous avons également un devoir d'accorder l'oreille à la minorité. Vous savez un peu ce qui s'est passé pour finir par rapport à cette question avec des réclamations, des guerres qu'il y a eu à l'Est, selon que la minorité a pensé. La dernière question voilà. pour se condenser, l'insécurité dans l'Est aujourd'hui, c'est l'Ituri. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que ce sont des guerres fabriquées, ce sont des guerres instrumentalisées, et tout ça pour empêcher d'ailleurs la tenue de ces élections au mois de décembre, parce que si on s'est dit qu'il y a des tensions en Ituri, impossible de tenir les élections en Ituri, et on ne peut pas tenir des élections sans l'Ituri. Au Kasaï, c'était la même chose. On avait peur à un moment de ne pas tenir des élections sans le Kasaï. Est-ce que pour vous aussi, Serge Noumbé, c'est une technique organisée par, je ne sais pas... les ennemis de la République. Voilà, pour qu'il n'y ait pas des élections en fin 2018. La théorie du complot tient pour la RDC, malheureusement. La théorie du complot tient malheureusement pour la RDC. Pour de multiples raisons, on le sait. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on apprend facilement ce qui se passe à l'Est, à l'Ouest et même à l'étranger. Nous savons les ennemis de la RDC, j'aimerais bien savoir ce sont les multinationales, parce qu'on a ouï dire, on va en parler, qu'il y a 7 opérateurs qui ont quitté la FEC aujourd'hui. Est-ce que ce sont ces opérateurs qui alimentent ce brasier-là à l'Est de la République pour empêcher ce qu'il y ait de l'ordre, parce que le chef de l'État a promulgué ce code minier qui n'était pas très satisfaisant, qui n'a pas plu, osons le dire,
aux opérateurs miniers. Est-ce que c'est eux qui attisent ce brasier à l'est de la République? Mais Paulette Kimuntu, vous me posez une question dans laquelle il y a déjà une réponse. Vous citez des indicateurs, vous citez des acteurs qui ont un mot à dire en termes de rentabilité des ressources et qui profitent même de ressources naturelles du Congo. Je crois que pour déceler les ennemis de la République, il faut se demander qu'est-ce que ces gens avec lesquels nous dînons, nous mangeons, nous apportent comme retour en termes d'épanouissement en RDC. Je m'en vais donc dire qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle le pétrole, l'or noir. On sait. Le pétrole. Aujourd'hui, le discours, c'est le coltan, les cobaltes. Mais la RDC, c'est une véritable gibecière de tous ces minéraux. On le sait. Vous pensez que ceux qu'on appelle multinationaux vont nous laisser tranquillement sans pour autant nous mettre un peu de pression pour qu'on en cède? Moi, je ne dis pas ici que la RDC devait vivre en autarcie, se refermer autour de ses richesses et dire tiens, je croise mes bras et je suis la RDC, le bonheur me tombera dessus. Avec un peu d'humour, on va quand même pas se comporter comme au Wakanda. Voilà, faire disparaître la RDC de la carte du monde. Voilà, on dira pas ça. On dit par même contre, si on a le vibronium. On dit par contre que la RDC aujourd'hui a tout intérêt d'imposer son point de vue sur la scène internationale on en parlera. En termes de géopolitique. Nous prenons le deuxième volet, mesdames et messieurs. Ce sont ces alliances qui se font et se défont dernièrement. Serge Onoumbe en a effleuré un peu l'idée. Nous avons l'alliance aujourd'hui Palou MP. Nous avons l'alliance UDPS UNC MLC. Serge Onoumbe va nous donner son point de vue par rapport à ces alliances qui, selon une certaine opinion, disent que ce sont des alliances contre nature, vu les idéologies des uns et des autres. Nous en saurons un peu plus. Raciste, s'il vous plaît. Deuxième condensé. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, le Mouvement de libération du Congo, MLC, et le Front pour le respect de la Constitution, ainsi que l'Union pour la nation congolaise, UNC et alliés, se sont rencontrés ce jeudi 15 mars 2018 pour échanger sur la situation politique du pays. Les échanges ont tourné autour des questions relatives aux problèmes sécuritaires à l'est du pays, particulièrement en province d'Ituri. Une implication rapide de la MONUSCO et des communautés locales pour arrêter ces génocides s'impose à l'évolution du processus électoral, tout en stigmatisant les embûches dressées sur le processus des élections dont M. Kabila Joseph demeure l'auteur principal. Ils ont réaffirmé sans ambages, d'une part, leur détermination d'aller aux élections cette année, en 2018, et d'autre part, le rejet de la machine à voter. La CENI devra travailler de manière effective avec le panel des experts internationaux pour garantir la transparence des élections au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre dans son application intégrale. À la loi sur le financement des partis politiques dont les dotations budgétaires n'ont jamais été exécutées. De ce fait, l'État devrait prendre en charge les frais de dépôt des candidatures. De l'engagement à continuer les contacts et échanges comme ceux commencés avec les partis lumumbistes unifiés, Palou en sigle, en vue de l'émergence d'un large front républicain et démocratique sur l'échiquier national et gagner ensemble les élections à venir. Nous voulons des élections libres, transparentes et apaisées. Non avec la machine à tricher, qu'on appelle la machine à voter. Nous, au MLC, nous sommes catégoriques parce que nous avons vécu la preuve, le test qui a été fait nous a prouvé que réellement cette machine n'est pas une machine à voter pour donner un bon résultat à la population, mais plutôt pour tricher, pour favoriser la majorité présidentielle. Voilà.
Quand on dit que si on change le système, ça va retarder les élections, c'est faux et archi faux. Mais ce Nanga n'est pas le seul élément, le seul citoyen congolais qui est plus intelligent que tous les Congolais. Non. C'est-à-dire, il y a toutes les possibilités, il y a tout le temps qu'on peut faire pour réaliser les élections le 23 décembre 2018 avec les bulletins papier et non pas avec la machine à voter. Le PALU s'est retiré de la majorité puisque le PALU est le grand pilier parmi les alliés de la majorité, c'est le PALU. Alors, le PALU a constaté, bien qu'en retard, puisqu'ils ont fait partie de la gestion de la République depuis 2006. Donc, ils n'ont rien à acquiser la majorité présidentielle. Mais, comme ils ont pris conscience à la dernière minute, eh bien, nous nous sommes mis d'accord qu'on peut travailler avec eux. Puisque nous voulons l'alternance. Alors, nous voulons donner les chèques à ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui, puisqu'ils n'apportent rien jusque-là. Serge Noumé, nous avons suivi la formation de ces alliances. Alliance contre nature, selon vous, MLC, UDPS contre nature? C'est vrai qu'il y a à boire et à manger dans ces alliances, hein, mais moi ça ne me surprend pas trop parce que déjà nos partis politiques pour lesquels, autour desquels nous discutons maintenant ont une caractéristique propre à elles, c'est que elles se confondent toutes en se rejetant en même temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour le Congolais le lambda, vous lui posez la question c'est quoi l'UDPS, il vous dira c'est le parti de Tian Tshisekedi paix à son âme. C'est quoi l'UNC, il dira c'est le parti de Vital Kamerhe. C'est quoi MLC, Jean-Pierre Bemba. Donc en fait ces partis ont orienté leur idéologie autour des individus. Mais c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est pas une mauvaise chose, même en France, faisons la comparaison, mais même quand on dit aujourd'hui la droite, on fait aussi un peu référence à De Gaulle. Donc c'est pas tellement... Au type de combat qu'a mené De Gaulle, je précise. On ne fait pas allusion à la personne en soi, mais c'est au type de combat que cette personne a mené à son idéologie. C'est comme ça qu'on dit je suis un gaulliste. C'est ça, donc posons la question. Quelle est l'idéologie de Tshisekedi ou de Vital Kamerhe ou de Jean-Pierre Bemba? Mais justement la question est reposée. Aujourd'hui, cette question, malheureusement, sur ce plateau, on va se morfondre dans la définition des sigles qui caractérisent ces partis. On dira UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UNC, l'Union nationale des Congolais, MLC, Libération du Congo, mouvement, tout ça. Vous verrez que dans cet ensemble, dans ces melting pot, dans ce mélange de genres, il y a en réalité un problème de substance. C'est même la raison pour laquelle ces partis, malheureusement, se retrouvent aujourd'hui obligés, j'ai dit obligés, de faire des alliances avec d'autres, ou même entre eux, sans pour autant avoir un même soubassement. Et c'est qui est bien dommage. Mais le PALU, par exemple, et le PPRD partagent presque la même idéologie. Ils sont tous parlons du gauche, quelque chose comme ça. On ne sait pas trop bien. L'arc je ne sais pas très bien. Parlons du PALU. Vous savez que les tractations se font qu'il y a des voix qui se laissent entendre que le PALU serait en train de quitter l'alliance PPRD. Du coup, on quitterait un bateau, non pas parce que il fait pas beau d'y rester, il va chavirer, mais on quitte parce que on ne partage pas ce point de vue-là. Et du coup, on se rend compte qu'on ne devait pas, au départ, embarquer dans ce bateau. Le dommage, c'est qui? Ou même c'est où? C'est au niveau du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui est abusé malheureusement par ces partis politiques. C'est peut-être la démocratie à l'africaine aujourd'hui. Ils se mettent ensemble, essayons de et demain. Mais oui, ils se mettent ensemble aujourd'hui pour... Les alliances en politique sont circonstancielles. Pour le départ de Kabila, ils ont dit, mettons-nous ensemble, objectif numéro 1. C'est peut-être pas l'idéologie, c'est l'objectif. L'objectif numéro 1, le départ de Kabila. Bon. Vous savez pourquoi dans ce pays on s'est retrouvé en mal de positionnement? Ils atteignent cet objectif après. Vous savez pourquoi dans ce pays on s'est retrouvé en mal de positionnement après la mort, après qu'on ait bouté le maréchal en dehors du pays? Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on avait focalisé le problème autour de l'individu. Il y a des responsabilités que l'un et l'autre doivent porter. Ça, c'est normal. J'ai dit ici que le problème des partis politiques actuels, s'il faut faire une petite critique, c'est que ce sont des partis politiques qui n'ont pas su, tout au long du mandat qui vient de s'achever et depuis qu'ils sont créés pour la plupart,
Ce sont des partis politiques qui n'ont pas le temps d'éduquer et de vulgariser leur idéologie. C'est comme ça qu'elles se confondent tous. C'est comme ça même que ces partis, quand il faut faire alliance, eh ben, ils le font en l'emporte-pièce, ils le font comme ils veulent. Aujourd'hui, on parle Palou qui pourrait quitter le PPRD, mais on se poserait la question, la majorité présidentielle, l'alliance, qui pourrait quitter la majorité présidentielle. Aujourd'hui, on parle encore de l'UNC qui ferait alliance avec le MLC, ainsi de suite. Mais vous savez que tout ça, ça frise quoi? Ça frise, bien entendu, à juste titre, la quête du pouvoir. Mais cette quête du pouvoir doit avoir un objectif communautaire. J'ai dit comme ça. Aujourd'hui, la bonne question que le Congolais moyen devrait se poser, moi en tant que jeunes et vieux, je me poserai la question: pourquoi je devrais donner ma voix à l'alliance PPRD, j'ai dit n'importe quoi, UDPS par exemple? Je me poserai cette question avec un objectif de projet des communautés. C'est-à-dire que quel est le projet mis à jour? Qu'est-ce qui rassemble ces partis? Est-ce que ce sont les difficultés? Est-ce que c'est une crise qui les réunit? Parce que quand il y a crise en politique, il y a nécessité de trouver des solutions à des crises. Mais il ne faudrait pas oublier que l'après-crise existe. Aujourd'hui, on fait alliance avec un parti contre nature. Faisons alliance. Et demain, que devient la République qui vous confie ses voix? Et Bazaïba l'a dit tout à l'heure, il faut que l'État subvienne aux frais de dépôt des candidats. Pour vous, c'est aussi une ça c'est relatif, ça c'est relatif. Ça c'est un débat que je pense même être un peu pourquoi pas ailleurs ça se fait. L'État soutient les candidatures ou soutient. Ne mettons pas la charrue devant le bœuf. C'est ça la subventions aux partis politiques par rapport aux élections. Je vous le concède, chère Paulette, je vous le concède. La République démocratique du Congo, l'État congolais devrait subventionner même les écoles. Les ASBL devraient subventionner les partis politiques. Mais même les chaînes de télévision. On y est, citons. Hein? On citerait comme ça jusqu'à, vous verrez, à l'infini. Mais ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Au jour d'aujourd'hui, la RDC doit d'abord apprendre à compter sur ce qu'il a comme moyen. Ce que nous avons comme effort, c'est là qu'il faut commencer. Faire un break et dire voilà, arrêtons, demandons d'abord à l'État de compter sur nous, de nous subventionner. Le même État nous laisse entendre qu'il faut d'abord réunir un budget pour la CENI. Le même État nous dit qu'ils attendent des partenaires une volonté manifeste avec de la cotisation. La même opposition ou le même pouvoir promet des élections. Eh bien, c'est ce mélange de tout qui nous retarde vers le bas. Moi, je dis que faisons la part des choses. Nous voulons aller aux élections. La RDC c'est un devoir sacré pour un État. Nous avons suffisamment malmené la Constitution en vigueur. Je dis que nous devons aller aux élections, et pour aller aux élections, nous devons réunir les préalables. Les préalables, c'est 1, avoir un fichier électoral, 2, avoir un calendrier, 3, avoir un financement, 4, avoir des candidats et aligner ces personnes pour avancer. Si on réunit ces conditions, on avance. Demain, le Congo, on verra qu'est-ce qui manque, on pourra travailler. Et qu'il y ait la sécurité sur toute l'étendue. Et surtout la sécurité sur toute l'étendue. Par rapport à la machine à voter, c'est la dernière question par rapport à ce condensé. La machine à voter, vous y croyez? Est-ce que c'est aussi, comme ils le disent, une machine à voler, une machine à tricher? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez participé à comment je peux dire, quand Nanga a présenté cette machine, est-ce que vous y étiez, vous? Est-ce que vous y croyez, vous, à la performance de cette machine? Je n'y ai pas participé personnellement. On a vu par médias interposés, grâce à vos chaînes de télévision, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu un moment un bug, ensuite ça a relancé. C'est l'informatique. Hein. Oui, ça arrive. C'est moi qui réponds aux questions, je le sais. Mais laissez-moi poser la question aussi. Entre la machine et l'homme, qui vole? Qui trompe? Mais l'homme peut... je voudrais poser la question, parce que les gens ont peur, disent qu'on peut déjà truquer par rapport au logiciel, par rapport à beaucoup de choses. Mais Nanga a dit que non, ce n'est que... Cette machine ressemble... En fait, ce n'est qu'une grande imprimante, en fait. Ce n'est que ça. Pourquoi vous avez peur de alors, je réponds que entre l'homme et la machine, c'est l'homme, c'est la qualité de l'homme qui compte. Parce que si l'homme veut tronquer les données d'une machine, il le fera. Ce n'est pas la machine en soi qui a un problème. C'est la qualité du Congolais. Je l'ai toujours dit.
C'est la qualité du Congolais qui pose problème depuis la nuit des temps, depuis qu'on essaie d'avancer, depuis qu'on tombe, on avance, on tombe. Si aujourd'hui, une association comme Jeunes et Vieux a vu le jour, c'est justement par rapport à cette crise de leader, de modèle. Le chef de l'État l'a dit, il n'est pas arrivé en plus de 15 ans de changer l'homme congolais. Bon, à chacun son bilan. C'est un bilan que lui, il a fait. Je ne sais pas quels étaient les objectifs. S'il dit que c'était son objectif, eh bien, à chacun de tirer ses conclusions. Moi, en tant que Congolais, je le dis, en tant qu'observateur, en tant que jeune leader, en tant que rassembleur, en tant que Congolais moyen, je dis que le problème du Congo, ce n'est pas seulement la machine, mais c'est d'abord au niveau de la qualité des personnes. Je vais aller dans un exemple bien précis. Nous sommes passés du dialogue 1 et dialogue 2. Ce dialogue a eu des recommandations. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Par contre, ce sont des prisons qui se sont vidées. Voilà. Rencontre Mozito, 3e condensé, comme vous le savez, hein, au Palou, il y a bombe atomique, hein, et aujourd'hui le Palou est presque... comment je peux dire, divisé en deux, il y a scission. Vraiment, on a essayé de voir un peu ce qui se passe. J'ai suivi aussi certains tweets des membres du Palou. Je cite Célestin Ngoma qui s'est dit que nous, il ne comprend pas le plaisir que tirent certains membres du PPRD ou certains membres de la majorité présidentielle face à la situation qui traverse le Palou. Pourquoi ce triomphalisme se pose Célestin Ngoma face aux problèmes que traverse le Palou. Et évidemment, nous allons aller chez Mendé, chez le ministre ayant en charge la communication. Il réagit par rapport à la décision. Comme vous le savez, le comité laïque de coordination a décidé de mettre une pause par rapport aux marches. Et comme Mendé réagit à tous les sujets, les porte-parole du gouvernement, nous avons donc le point de vue officiel du gouvernement congolais par rapport à cela. Les images, mesdames et messieurs. Nous ne nous sentons pas concernés par cette décision. Pour nous, c'est un non-événement parce que les activités de ce fantomatique CLC ne relevaient pas de notre compétence comme gouvernement. Et donc, pour nous, nous considérions que c'était plus des activités de violation de l'ordre public dont l'autorité municipale avait la charge. Et donc, quelles que soient les conclusions qu'ils tirent aujourd'hui de leurs activités, ça ne concerne pas le gouvernement central. Ça concerne la municipalité de Kinshasa. Et en tout état de cause, ils n'ont pas d'existence légale en RDC pour que je puisse réagir. Certains parlaient de tractation en coulisses entre les membres de ce CLC et le gouvernement. Il y a eu quelque chose de ce genre? Je peux vous confirmer, madame, qu'il n'y a pas eu de concertation possible entre le gouvernement et une structure pirate qui viole délibérément les lois de la République, sauf à vouloir encourager la constitution dans notre pays d'un état de non-droit, c'est-à-dire des zones de non-droit, une jungle. Donc nous ne pouvons pas, comme gouvernement, accepter même d'entamer une négociation avec une structure pirate qui n'est pas reconnue. Si ça avait été la Cinco ou une autre structure, j'aurais compris, mais pas cette structure-là. Pour nous, elle n'existe tout simplement pas. Je suis convaincu que c'est un aveu d'échec parce que nous avons tous vu l'échec de toutes leurs tentatives de mobilisation devant la détermination des forces de police et l'échec de la dernière manifestation ou tentative d'appeler à une ville morte qui n'a été suivie par personne la semaine passée. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte et qu'ils sont revenus à la raison. Après l'alliance scellée entre le MLC et les Palou, une délégation du parti Lumumiste unifié a foulé ses pieds ce vendredi dans les installations du centre Lindongue où siège le cardinal Laurent Mosengo. Le secrétaire permanent adjoint qui conduisait la délégation avait juste un seul message. Adolphe Mozito dit avoir effectué son déplacement pour connaître le point de vue de l'archevêque sur la situation politique que traverse la RDC actuellement, d'autant plus que Laurent Mosengo maîtrise mieux l'historique du pays.
j'étais en consultation auprès d'une personne avisée pour avoir des conseils, sa lecture sur la situation du pays. Vous l'avez certainement compris, le secrétaire permanent adjoint du parti cher à Antoine Gizenga était venu auprès du cardinal Mosengo, non seulement pour avoir sa lecture sur les enjeux de l'heure, mais il est également question d'avoir des conseils auprès du sage. Serge Onumbe, vous êtes journaliste, je sais, très pointilleux aussi dans les recherches. Qu'est-ce qui se passe au Palo aujourd'hui? Je pense que c'est une querelle interne qui peut arriver dans toutes les familles. Hein. Comme à la maison, il y a des problèmes qui arrivent deux fois. Je pense que c'est justement ça. Et le contexte électoral peut justifier les ambitions qui montent de part et d'autre en interne. Ce que j'ai craint, c'est de bafouer tout l'héritage politique d'Antoine Gizenga par rapport à ses ambitions politiques, ses lieutenants. Je ne dis pas ici que X a raison, Y a tort. Je serai du Palo, parce que je ne le suis pas, je serai du Palo, je demanderai justement une discussion bien concernée en interne, pour que les différents acteurs sachent au préalable. Y a-t-il une main noire derrière? Non, il y a un problème de succession. Il y a un problème de succession. Nous ne devons pas nous le mentir. Monsieur Antoine Gizenga, qui est encore vivant, un aïeul pour nous, a fini sa carrière politique. Disons ça comme ça. Ce n'est plus l'homme qui est au front des décisions. Il est certainement maintenant l'emblème. Sans vous couper la parole, c'est vrai, Antoine Gizenga, dans ma province, c'est pas un dieu, je n'ose pas le dire, mais il est considéré comme un patriarche, un peu comme mon père, parce que c'était de la même génération que mon père, Yvon Kimpiop. Donc aujourd'hui, il est vieux. Oui. Et les gens se disent qu'Antoine Gizenga est instrumentalisé. Est-ce que pour vous personnellement, est-ce qu'Antoine Gizenga encore toutes ses facultés mentales, permettez-moi, on ose poser la question pour qu'aujourd'hui ils prennent des telles décisions, par exemple de virer, entre guillemets, comment il s'appelle encore, celui qui était là, le nom m'échappe, mon Dieu, le nom m'échappe, pour le remplacer par le nouveau. Est-ce que c'est lui-même qui prend son stylo, habille, et il paraphe, il signe? Les gens se posent la question, est-ce que vraiment Antoine Gizenga n'est pas instrumentalisé, qu'on le laisse se reposer? C'est ça la question. Est-ce que il y a tous ces paramètres sans pour autant t'interrompre, je dirais qu'il y a deux éléments dans ma réponse. Il y a d'abord, du début à la fin, un problème de succession. C'est-à-dire il fallait préparer l'après-Gizenga de son vivant, l'après-politique de Gizenga. C'est-à-dire que l'après serait un peu à la manière d'un président qui reste vivant et qui finit son mandat, mais pour le combat pour lesquels il a mené est poursuivi par d'autres personnes. C'est ça, d'abord, un premier problème. Posons-nous la question, est-ce que du vivant fort politique de Gizenga, est-ce qu'il y a eu cette préparation? Est-ce qu'il y a eu véritablement cette relève qui devait se préparer? Je sais seulement, on sait qu'il y a certes des natifs de sa province, ce qui pourrait même laisser entendre qu'il y a une approche paroissiale en termes de succession, ce qui est un problème. Mais est-ce qu'il y a de ressortissants d'autres provinces qui peuvent aujourd'hui prétendre remplacer Gizenga dans son parti de son vivant? Là, il y a un problème. Un deuxième problème, c'est la décision. Vous me posez la question de savoir si Antoine Gizenga serait la personne qui prend encore, avec toutes ses facultés mentales, les décisions. Mais ça, c'est un faux débat. Il faudrait qu'on arrive en RDC à avoir des partis politiques institutions. C'est-à-dire que les hommes passent, les institutions restent. Ils ont certainement des règlements d'ordre intérieur, je suppose. Il y a des statuts, il y a des mesures qui sont déjà préventives. Je me dis qu'aujourd'hui, quand on prend une décision, certes, pour le besoin de la forme, hiérarchie oblige, on doit apposer un nom sur un document officiel, mais que ces décisions n'émanent pas d'une volonté partisane, centriste et même de fois égoïste, personnelle, d'une personne par rapport à sa position. Est-ce que selon vous, je me dis oui, Serge, nous gagnons le temps, c'est ça, son côté un peu, il faut y aller vite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clans
ou des courants au sein Malheureusement, c'est ça. Il y a l'aile Mozito, vous avez vu Mozito, d'ailleurs les gens se sont posé la question, juste après cela, Mozito est allé voir le cardinal Monsengo. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un aile Kaboueloulou aussi au sein du Palou? Est-ce que le Palou implosera-t-il si aujourd'hui Gizenga nous quitte? Est-ce que le Palou survivra à Gizenga aujourd'hui? C'est pas évident. Aujourd'hui, c'est presque prématuré de dire que le Palou survivra. On a vu un peu on voit encore ce qui se passe à l'UDPS. Aujourd'hui, il y a Kabound, le secrétaire général, et le président Félix Tshisekedi qui sont presque à couteau tiré. Nous savons également que lors d'une réunion PPRD, il y a eu des bandes sonores qui se sont échappées de manière indiscrète. C'est pour dire qu'il y a des malaises véritablement dans ces structures politiques. C'est que moi j'essaye de dire ici, c'est que il y a une véritable cause qui est commune à ces problèmes. C'est la préparation de l'alternance des fondateurs de ces partis politiques. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les partis politiques ont été créés par des individus qui pendant longtemps ont accaparé ce pouvoir, ont incarné le pouvoir, et du coup on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après eux. Et bien entendu, les fils qui mangent eux-mêmes le père de leur évolution sont ces Gizenga, ces Mozito, ces Kaboueloulou qui en fait ne font que exprimer un mal qui est profond, mais qui n'est pas le propre du Palou. C'est le propre de ces partis politiques qui font le beau et le mauvais temps de la RDC. De la RDC. Par rapport à la suspension des démarches du CEL, est-ce une défaite, Serge Onyoumé? Parce qu'il y a des gens qui se disent que non, ça y est, le comité laïque de coordination a cédé, trop de morts, ça va, on arrête. Est-ce que pour vous, vous ressentez ce triomphalisme? Vous avez suivi Mende. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais peut se bomber les torses, dire que voilà, nous avons maté le comité laïque de coordination? Je ne pense pas que l'État congolais devrait prendre cette posture de triomphaliste, et j'espère que ce n'est pas le cas, parce que j'en serais bien déçu. Il faut plutôt se poser la question pourquoi il y a eu ce mouvement, ces marches, ces appels à sortir, et pourquoi maintenant il n'y en a plus. Moi je sais, en tant que Congolais observateur, je sais que le comité laïque, le CLC, appelé pour exiger le respect du calendrier électoral, pour exiger également la tenue des élections et l'application de l'accord du 31 décembre. Alors, est-ce qu'il y a eu des avancées dans le coulisses? On pourrait presque dire oui. Mais moi, j'attends voir réellement si un type comme Rossi est mort utilement. Si le calendrier n'est pas respecté, si le processus électoral n'est pas respecté, est-ce que le CLC va reprendre ses marches? Je ne suis pas ici un adepte du chaos. Moi, ce que je dis, et c'est l'approche Jeunes et Vieux, nous mutualisons les expériences. C'est sûr que ce qu'ils ont donné comme ton a donné certainement un peu plus de tonus à l'action du gouvernement. Je me dis, et je m'attends à voir les choses évoluer on ne peut plus rapidement. Tout ce qui sera bien dommage, c'est de se retrouver au 23 décembre 2017-18 sans élection. Et là, je disais tout à l'heure que ce serait encore bien triste de voir que ces frères congolais, ces sœurs, ces filles qui sont tombées pour une volonté de voir les choses avancer, sont tombées inutilement. Inutilement. Nous restons toujours dans les partis politiques. Déclaration de l'UDPS par rapport au congrès. Nous attendons toujours ce fameux congrès de l'UDPS qui tarde à venir. Est-ce que selon une certaine opinion? Et évidemment, le conclave de Jobourg, ça fait le buzz. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux, dans presque toutes les chaînes, le paquet. Moïse Katumbi a mis le paquet, TV5 Monde, TV5 Monde, Le Monde en a parlé. Presque tous les grands journaux de la planète ont parlé de ce conclave. Et Serge Onyoumé va nous donner son point de vue. Katumbi, président de la République, a-t-il des chances de rentrer d'abord? C'est ça la toute première question. A-t-il des chances de rentrer d'abord en République démocratique du Congo pour être candidat et battre campagne? Nous prenons donc, mesdames et messieurs, ce énième condensé d'Info 7. Le pays de Mandela a connu 3 jours durant une effervescence inhabituelle, du moins la capitale Johannesburg. Près de 200 délégués venus de 4 coins du monde sont venus soutenir la candidature de Moïse Katumbi
à la présidence de la République démocratique du Congo. Du 9 au 12 février, les participants à cette conférence sur les enjeux de l'heure en RDC ont concocté des stratégies pour permettre à Moïse Katumbi Chapwe de remporter les élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, à l'issue de laquelle une plateforme dénommée Ensemble pour le changement a vu le jour. Des partis politiques présents ont signé l'acte d'engagement de cette plateforme, parmi lesquels le MSR de Pierre Lumbi, le CONAD de Moïse Monidela, le MLP de Franck Diongo, la SCOD de Mouyambo, le FCR de Jean-Bertrand Ewanga, l'UDA original de Claudel Loubaya et tant d'autres. Moïse Katumbi, quant à lui, a présenté au candidat un projet de société ambitieux. Il promet 100 milliards de dollars américains à mobiliser à la République démocratique du Congo, une fois élu président de la République. Ensemble, nous pouvons tout. Nous sommes 80 millions de Congolais. Nous avons pour nous le nombre et la détermination. Notre combat est juste. Nos aspirations sont légitimes. Quelle que soit votre ethnie et votre famille politique, si vous aimez le Congo, rejoignez-nous. Participons ensemble à sa reconstruction. Ensemble, nous sommes riches, seuls nous demeurons éternellement pauvres. Chères sœurs, chers frères, ayons confiance, il n'y a pas de fatalité. Avec de la volonté, avec de la responsabilité, avec une vision, notre pays se relèvera. Nous avons assez de force et de talent. Par sa taille, par son peuple, par ses richesses, par sa jeunesse, le Congo est un grand pays. À noter qu'Ensemble pour le changement comporte un président, Moïse Katumbi, Pierre Lumbi, vice-président, et Délice Sanga, secrétaire général. Vu les statuts du parti tels que modifiés et corrigés en date du 25 janvier 2013, spécialement en l'ère article 26. Vu la décision numéro 003/IDPS/PP/17 du 15 novembre 2017 portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, vu la décision numéro 02/IDPS/PP/17 du 17 novembre 2017 portant désignation des membres de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, vu le rapport final de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, considérant qu'il y a lieu de convoquer le congrès extraordinaire en vue de l'élection du nouveau président du parti pour combler les vides laissés par fait président Etienne Tshisekedi Mulumba, vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Est convoqué à Kinshasa du 30 au 31 mars 2018 le congrès extraordinaire électif du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi en sigle. Article 2. La commission préparatoire du congrès extraordinaire du parti est chargée de l'exécution de la présente décision. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 13 mars 2018. Jean-Marc Kabunda Kabound, secrétaire général faisant intérim du président du parti. Serge Onumbe, nous avons vu, les images ont circulé par rapport à ce conclave, mais on a remarqué l'absence de plusieurs, comment je peux dire, de plusieurs maisons de presse à Jobourg. On a l'impression aujourd'hui, nous sommes journalistes, nous devons en parler aussi d'une certaine façon, une certaine bipolarisation de l'espace médiatique. Ça m'aurait, moi, personnellement fait plaisir de voir Télé 50 à Jobourg, ça m'aurait fait plaisir de voir la RTNC à Jobourg, ça m'aurait fait plaisir de voir, quelle chaîne encore, même Digital Congo, couvrir cet événement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette presse, selon vous, est aussi bipolarisée, divisée en deux aujourd'hui? Oui, elle n'est pas que bipolarisée, elle est aussi muselée pour des fins commerciales. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle d'une part la ligne éditoriale qui organise
Mais les faits sont sacrés. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, Télé 50 d'être à Jobourg pour couvrir cet événement? C'est parce que c'est Moïse Katumbi que Télé 50 ne peut pas le faire? J'y arrive. Je disais donc qu'il y a cette bipolarisation qui est aussi fonction de la ligne éditoriale, c'est-à-dire que une certaine presse qui défendrait les intérêts du pouvoir en place, une autre qui défendrait les intérêts de l'opposition. Il y a d'une part cette situation, et d'autre part, il y a des impératifs qui sont à la fois commerciaux et politiques. Commerciaux, c'est une affaire d'argent. Okay, c'est une affaire d'argent. La main qui donne voudrait bien donner pour ses propres intérêts. Okay, donc, un Moïse Katumbi, l'équipe Moïse Katumbi aimerait bien donner de l'argent à une presse qui va faire une bonne communication, une bonne pub pour elle. Donc, c'est tout à fait normal dans ces cas-là. Le problème, c'est que du coup, les consommateurs de l'information qui est rapportée sont cloisonnés, sont cantonnés avec une lecture presque unilatérale de la situation. La presse se doit, et ça en tant qu'expert en communication et en tant qu'ancien journaliste, je peux faire cette recommandation, la presse se doit se détacher de fois des présomptions politiques et traiter l'information. D'ailleurs, vous le disiez, et oui, à froid. D'ailleurs, vous dites vous-même qu'il y a les faits qui sont sacrés et les commentaires qui sont libres. Quant au genre on pourrait décliner un fait sur plusieurs genres, il n'y a pas de problème, mais c'est bien dommage de voir qu'on a bien d'autres presses qui peuvent également faire bien ce travail, qui pour des raisons qu'on vient d'énumérer ici, un autre son de cloche par rapport à cette image. 100 milliards de dollars, Katumbi a dit, il est prêt à se battre pour l'avoir. Est-ce que pour vous, c'est simplement de la com, comme vous êtes expert en communication, est-ce que c'est faisable d'avoir 100 milliards de dollars, parce que notre budget, c'est à peine 8 milliards. Où est-ce que Katumbi trouvera ces 100 milliards? Parce qu'il y a déjà une certaine presse qui s'élève pour dire non, ça ce n'est que de la com, il veut simplement bien se voir et tout ça, vous avez vu les images aussi. C'est faisable ou c'est tout simplement de la com? Bon, j'y réponds en tant qu'observateur. Moïse Katumbi, nous sommes dans une période préélectorale. Cette période préélectorale implique que les acteurs politiques se positionnent. On sait également que l'ancien gouverneur est un riche. Ça, on ne peut pas se le cacher. Il prendra cet argent dans sa propre cagnotte. Maintenant, l'option de penser, voilà, j'ai dans ma gibecière 100 millions de dollars milliards de dollars à donner à la RDC, moi je dis, j'applaudis. Je dis, j'applaudis. Parce que moi, en tant que Congolais moyen, c'est que je donne à la RDC, ce sont les impôts que je paye. Vous comprenez? C'est-à-dire que si aujourd'hui, un autre type se disait, tiens, dans mes poches, j'ai quelques 200 milliards autres que je peux compléter pour l'avenir du Congo, pour les fils qui étudient, pour revaloriser cette paysanne dans son milieu le plus reculé, pour éclairer, pour finir les barrages Inga 3, pour faire tous les autres projets, si on sait avoir des financements des Congolais pour le Congo, j'ai dit bravo. Tout ce qu'on ne veut pas ici, c'est cet amalgame de démagogie. C'est-à-dire que l'on viendrait nous raconter, pour les plaisirs de la cause, pour les besoins de la cause électorale, un projet qui ne tiendrait plus debout. Ensemble pour le changement, vous avez suivi, ça c'est le slogan de Moïse Katumbi. D'ailleurs, la toute première question, est-ce que Moïse Katumbi reviendra-t-il au pays? Parce qu'il est déjà sous un mandat d'arrêt, parce que dès qu'il foulera le sol congolais, il sera arrêté. On le sait déjà. Est-ce que Moïse Katumbi reviendra au pays? Est-ce que Ensemble pour le projet n'est pas un plagiat? Parce que nous avons déjà vu la réaction de Tchani, qui a dit qu'on a plagié son projet de société. Est-ce que pour vous, Moïse Katumbi n'est-il pas en train de vendre du vent aux Congolais? Bon, je crois qu'il a une bonne base, hein. Moïse Katumbi, il a un groupe on a suivi dans le reportage, un groupe de calibre assez puissant qui l'encadre, qui l'entoure. Je crois qu'ils savent exactement vers où ils veulent aller. Nous sommes en politique. Les enjeux électoraux sont tels que aujourd'hui on dit Moïse Katumbi, demain Moïse Katumbi nous dira tenez, je donne ma voix à Paulette Kimontou. Qui sait? L'objectif aurait été de ramener des voix vers Paulette Kimontou. Alors, savoir s'il va revenir, ça c'est un débat que je ne saurais, une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait partie des acteurs politiques pour lesquels les accords du 31 décembre ont laissé entendre des mesures de décrispation qui pourraient amener à ce que certains soient libérés à la manière de Diongo, à la manière de Moïse Katumbi, de Moïse et tous les restes. Je me dis que nous, les Congolais, tout ce théâtre des politiques nous monte à la tête. C'est véritablement des scénettes qui
n'en finissent et qui malheureusement ont presque la même fin. C'est les Congolais qui en pâtit. Un autre problème soulevé encore par Moïse Katumbi, la majorité présidentielle a ouvert presque la boîte de Pandore, comme on le dit, cette question de nationalité. Aujourd'hui, on nous ressort des documents qui disent que Moïse Katumbi serait italien. Il y en a même qui disent que sa mère n'est même pas congolaise ou tanzanienne, zambienne, je ne sais pas moi trop. Pourquoi aujourd'hui mettre sur la table cette histoire de nationalité? Pourtant, Moïse Katumbi a été gouverneur du Katanga, l'une des provinces les plus riches, entre guillemets, parce que moi je me dis toutes les provinces de la RDC sont riches, une des provinces de la RDC. Moïse Katumbi a été secrétaire général du PPRD au Katanga. Il a été presque adoubé par la majorité. Il était même élu meilleur gouverneur parmi les gouverneurs, et personne à cette époque parlait de la nationalité douteuse entre guillemets de Katumbi. Aujourd'hui, ce n'est qu'une guerre politique. Aujourd'hui, tous les coups sont permis, même les coups en dessous de la ceinture. Serge Noumé? Non, Paulette, je dirais que malheureusement, les enjeux ne sont plus les mêmes. Le Moïse Katumbi d'avant son départ de la majorité présidentielle et le Moïse Katumbi d'aujourd'hui ne représente plus le même intérêt pour ses anciens alliés. Mais au-delà de ça, il y a un véritable débat sur la double nationalité et même sur la nationalité congolaise qui est une et exclusive. Vous faites un débat, vous me ramenez sur la question politique, moi je vous ramène sur le football par exemple. Nous avons dans l'équipe nationale des joueurs qui évoluent... Des binationaux, des étrangers. Des étrangers. Selon la Constitution, ce sont des étrangers la Constitution congolaise. Voilà, ce sont des étrangers, mais qui portent fièrement coup de chapeau, et je félicite également les léopards de la RDC, qui font, avec des moyens de bord, avec des efforts personnels et consentis, la fierté de la RDC. Pour ce cas-là, un type comme Ibengue, qui est, je crois, à la fois français et congolais d'origine, si pas belge, non, français, si fait la fierté aujourd'hui de la RDC, vous ne lui reprocherez pas cela. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de mettre sur table, et ça c'est un message que j'adresserai aux parlementaires, j'espère pour les amis qui vont... Le moratoire court toujours, hein, oui, depuis Vital Kamerhe, oui, depuis Vital les 6 mois sont déjà dépassés. Donc du coup, je me dis qu'aujourd'hui, on doit mettre sur table cette question de la double nationalité et la banaliser. La double la nationalité une exclusive. C'est un frein pour le développement. Est un frein pour le développement de la RDC. C'est même une entorse sur les volontés des Congolais à accompagner l'économie de la RDC. Mais cette peur qu'ont les Congolais que nous soyons envahis, entre guillemets, moi j'aime bien des mots qui frappent par ceux de l'Est, ne nous voilons pas la face. Les Congolais ont peur d'être envahis par les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens et tout. C'est toujours de ce côté-là. Nous sommes une république, madame. Madame, nous sommes une république. Madame, nous sommes une république. Une république a un pays, un État, c'est quoi? C'est un territoire avec des individus, avec une reconnaissance internationale. C'est-à-dire que nous avons des frontières. Au gouvernement, au pouvoir en place de sécuriser ces frontières qui sont poreuses. C'est à eux, c'est au gouvernement d'assurer la sécurité des frontières. Mais ne menez pas en interne des problèmes externes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des Congolais qui évoluent sous d'autres cieux parce qu'ils sont nés d'une mère belge, d'un papa français, mais qui veulent rendre service à la RDC, qui veulent venir travailler. On leur rappelle que vous n'êtes pas Congolais et du coup c'est un frein pour le développement. Moi je crois que la question de la sécurisation de nos frontières est certes d'actualité. Il faut effectivement avoir une bonne police des frontières, il faut filtrer, il faut que le service de renseignement filtre les entrées, qu'on sache qui est Congolais ici. Il faut que la DGM s'assure qui est ici, qui séjourne ici, pour que nous puissions évoluer, mais ne mélangeons pas les pinceaux et les couleurs. Nous avons des Congolais, il faudrait qu'on mette sur... Nous sommes des Congolais, nous devons mettre sur table cette question de la nationalité une exclusive qui pour moi est dépassée, elle est obsolète. Nous devons accorder aux Congolais, quelle que soit son origine, de mettre la main à la pâte pour le développement du Congo. UDPS, congrès utopique aussi, on attend toujours, je ne sais pas s'il y a déjà une date officielle par rapport à ce congrès. D'ailleurs, on dit que ce sera simplement un congrès pour adouber Félix Tshisekedi, qui serait président de ce parti et ipso facto aussi candidat à la présidence de la République. Et donc, pour vous,
c'est quoi ce congrès? Quelle sera vraiment la finalité de ce congrès? Bon, moi déjà, je félicite tous les partis politiques qui affûtent leurs armes. Hein. Je félicite l'UDPS qui va aller au congrès, en congrès. Je félicite les alliances qui se font par-ci par-là, même si c'est 2 fois contre nature. Je les félicite. On a appris également que le pouvoir en place avait déjà un central électoral. Donc du coup, ce n'est pas le propre de l'UDPS aujourd'hui de penser avoir réalisé un congrès. Alors, le problème, c'est que ressortira ce congrès? La population a les yeux braqués sur l'après Étienne Tshisekedi. Les fidèles, les adeptes et même tous les fans d'Étienne Tshisekedi savent que le vieux est parti et à ce jour, on ne l'a jamais enterré. Ce sont des questions pour eux, ces questions devront trouver réponse aussi au Congrès. Ce n'est pas seulement sortir un chef en disant voilà, nous avons désigné notre candidat, c'est aussi répondre à des problèmes qui dérangent le parti. J'ai toujours dit que l'UDPS survivra. C'est le rassemblement qui mourra. C'est un verbe fort, mourir. Mais c'est clair que le rassemblement ne va pas certainement résister à tout ce coup de vent qui souffle, mais l'UDPS en soi vivra. Ce condensé, Serge, nous laissons parler de la candidature unique au sein de l'opposition, des voix qui s'élèvent pour dire pourquoi pas des primaires au sein de l'opposition pour ressortir un seul candidat qui sera face aussi à la candidature ou du dauphin probable de la majorité présidentielle. Pour vous, est-ce que l'opposition part déjà en ordre dispersé? Cela affaiblit-il déjà ses forces par rapport à cette candidature unique au sein de la majorité présidentielle aujourd'hui? Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir en place, ils partent tous en ordre dispersé, c'est clair. Est-ce qu'il y aura plusieurs candidats à la majorité présidentielle? Je ne pense pas, quand même. Je ne suis pas un prophète de malheur ou je ne voudrais pas ici prétendre connaître des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Mais laissez-moi vous dire qu'avec l'allure où vont les choses, avec ces malaises qui se sentent dans le chef à la fois des partis politiques, de l'opposition et dans leur coalition, et même dans les partis politiques, vous avez suivi dans les sons auxquels je faisais allusion, l'enregistrement sonore qui faisait allusion à des partis étiquettes, des partis qu'on a créés pour les besoins de la cause. Donc du coup, il y a véritablement un problème d'organisation. Alors, qu'est-ce qui va arriver si on allait en ordre dispersé? Il va arriver tout simplement que demain, nous aurons certainement des élections, mais pas avec des bons dirigeants. Pas avec des bons dirigeants. Nous allons à la primature, mesdames et messieurs. La primature en République démocratique du Congo aujourd'hui ne fait que faire un buzz, mais un buzz vraiment pas très bon. Comme vous le savez dernièrement, la bagarre au sein de la primature, hein, les réactions aux fusées partout. Et dernièrement encore, la fille du Premier ministre, Tshibala, encore star sur le net, toujours des images, des comportements pas très bien, des comportements qui mettent en mal, en tout cas, à cette grande institution qu'est la primature. Le Congolais se pose la question si la primature aujourd'hui ressemble à la maison de Tshibala, parce que les images balancées dans le net ne sont vraiment pas très bonnes. Donc, nous avons donc la déclaration des experts de la société civile par rapport à cela. Prenant le peuple congolais à témoin, nous avons appris avec amertume en ce mois de mars, mois dédié à la femme, des événements malheureux qui se sont succédés à la primature depuis la prise de fonction de l'actuel Premier ministre et de la composition de son cabinet. Les 10 événements se caractérisent par des bagarres, le népotisme à outrance, des casses, la mégestion, l'incompétence, les injures, les dénonciations mutuelles, les intimidations, des menaces, la concussion et autres malversations. C'est ainsi que nous, membres de la coordination du panel des experts de la société civile, représentants et leaders des organisations civiles à la base, réunis à notre siège ce lundi 12 mars 2018, dénonçons et condamnons avec véhémence ces actes ignobles, humiliants et dégradants qui ne laissent aucun doute que le peuple congolais ne peut plus rien attendre de l'actuel Premier ministre au regard de la manière dont la primature est gérée à ce jour. De l'histoire de notre pays,
Aucun Premier ministre ne s'est jamais permis de cracher sur la mémoire du Premier ministre de la RDC et sur les valeurs léguées à la postérité quant à ce qui concerne la dignité, la fierté, l'unité nationale et le patriotisme. Fort malheureusement, M. Bruno Tshibala, actuel Premier ministre, se démarque de cette ligne de conduite dans les choix de ses collaborateurs et dans la gestion de la chose publique, au point de transformer la primature en un champ de bataille et un cadre de règlement des comptes familial. Ainsi, souscrivant à l'opinion publique nationale, primo, nous exigeons immédiatement la démission de M. Bruno Tshibala pour préserver la dignité et l'image de la République. Serge Noumé, vous avez vu la réaction de la société civile. Les mots étaient assez forts pour décrire ce qui se passe à la primature. La primature, selon cet activiste de la société civile, ressemble aujourd'hui à un champ de bataille, là où se règlent les problèmes familiaux et tout ça. Et ils exigent le départ immédiat de Bruno Tshibala. Est-ce que pour vous, Bruno Tshibala aussi, Serge Noumé, a-t-il désacralisé cette institution qui est la primature? Parce que beaucoup de gens se disent, depuis 1960, malgré tous les problèmes, la primature n'a jamais été ce qu'il est aujourd'hui, vraiment un poulailler aujourd'hui, la primature, avec plus de 300 conseillers. Oui, je ne voudrais pas ici jouer à l'alarmiste, mais les faits sont là, on a vu et on a suivi par les médias ce qui s'est passé, c'est bien dommage. Vous savez, il y a une notion d'éthique quand on parle de l'État. Il y a une certaine morale et une déontologie qu'on ne doit pas désacraliser. Et pour une institution comme la primature, il est tout à fait malsain, il est incongru de constater qu'aujourd'hui, on foulerait à pied ce qui a été fait par les prédécesseurs. Je crois que M. Bruno Tshibala est, si je me trompe, le 28 ou 29e Premier ministre que la République démocratique du Congo est connu. Maintenant, il faut faire aussi un petit rapport, une petite comparaison en termes de moralité. Vous parlez de 300 collaborateurs. J'ai suivi que son directeur des cabinets avait parlé des 800 personnes. Donc du coup, on se pose même la question sur qui fait quoi, qui dirige quoi au sein de ce cabinet et à la primature. Alors, les faits sont là. À qui incombe la responsabilité? C'est lui qui l'a nommé, comme disent une certaine opinion. C'est le chef de l'État qui l'a nommé, donc il est l'autorité morale, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de cette situation à la primature. Voilà. C'est bien facile de dire ça, c'est simpliste pour moi. Il faut sanctionner du début à la fin. Ces personnes qui viennent transformer la primature en lieu de bataille, je vous concède cette expression, vivent impunément. Ils se pavanent dans les rues de Kinshasa comme si rien n'était. Ils en sont même fiers. C'est là qu'on dit qu'il y a un problème il y a un problème de moralité. Il y a un problème de moralité. La science sans conscience n'est que ruine des lames. On ne peut pas avoir des gens qui prétendent rendre service à la nation et ternir l'image d'une institution comme ça. Il y a même des voix qui s'élèvent, Serge Noumé, pour exiger qu'il n'y ait pas de buste de Bruno Tshibala à la primature. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il a été nommé Premier ministre, bon ou mauvais, il est quand même Premier ministre. Donc, voilà. Mais je pense que le plus grand héritage que Bruno Tshibala devrait laisser à la primature, ce n'est pas seulement le buste comme les autres. Je crois que c'est un véritable changement. On l'a suivi dans ses premiers discours. Nous attendons en tant que société civile, nous attendons ces changements, nous attendons cette école pour l'enfant gratuite, nous attendons également cette éducation. C'est tout ce que nous attendons. Nous attendons ces écoles qu'il faut construire, cet enseignant qu'il faut revaloriser, ce journaliste qu'il faut revaloriser. Nous attendons cette paix retrouvée, nous attendons plein de choses, nous attendons ces élections. Nous n'attendons pas de voir... Il a promis les élections. Donc nous n'attendons pas de voir de buste, parce qu'il y en a autant.
S'il veut, on peut donner une place tout entière, mais c'est pas suffisant. Il y a aussi une certaine opinion qui pense que Bruno Tshibala a trahi la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Il a dit qu'il a été compagnon de Tshisekedi pendant plus ou moins 32 ans. Et quand on voit Tshibala, on voit aussi Étienne Tshisekedi. Donc pour ceux qui ont travaillé avec Étienne Tshisekedi, Bruno Tshibala est vraiment parmi le plus, permettez l'expression, le plus médiocre de Premier ministre, et qu'il salit la mémoire aussi d'Étienne Tshisekedi, parce que les deux sont un peu liés. Trahir la mémoire, c'est un peu difficile pour moi de le dire. Tout ce que je sais, c'est que la politique, c'est là où le fils tue son père. Un peu un tout coco fili. Donc, si aujourd'hui, l'opinion voudrait voir en lui un Brutus qui a tué son père, politiquement parlant, libre aux expressions et aux arguments de le dire, aux observateurs de le dire. Par contre, il y a des questions qui sont importantes à poser aujourd'hui. Nous avons un Premier ministre qui est issu certes des accords du 31 décembre. Comme l'a dit Mova, d'un parti politique, je sais quel bord, mais il est quand même ministre de l'Intérieur aussi de Bruno Tshibala. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop parler en politique aussi. Je disais donc que nous savons qu'il est issu de l'accord du 31 décembre, mais nous savons aussi qu'il est un produit de l'UDPS. Aujourd'hui, 2 ans après, Étienne Tshisekedi n'a toujours pas trouvé des sépulcres ici en RDC pour des questions, pour des raisons que personne n'ignore aujourd'hui. Je pense qu'un geste fort, un geste politique pour qu'il arrive ne fût-ce qu'à taire ceux qui les Nous allons terminer ce condensé, Serge Noumbé, par cette question. Beaucoup de gens de la majorité présidentielle se frottent les bras, disent que voilà, vous les opposants, vous parlez trop, vous critiquez trop, et tout ça, mais quand on vous met là-bas, et voilà les résultats. Aujourd'hui, moi je cause avec ceux de la majorité, je dis, ben voilà, vous avez voulu un opposant, et ben voilà, vous l'avez. Qu'est-ce qui a changé par rapport, il y a même aujourd'hui des gens, Serge Noumbé, qui regrettent même Matata Ponyo, ce qui est pour une certaine opinion congolaise aussi très grave, parce que Matata Ponyo c'était aussi quand même assez dur, comme vous le savez, il ne payait pas beaucoup de dettes intérieures, beaucoup de gens se plaignaient à l'époque de la présence de Matata, mais aujourd'hui il y a des gens qui se disent, mais non, quand même Matata, c'était le moindre mal. Est-ce qu'aujourd'hui on peut donner raison à cette majorité présidentielle qui disent que voilà, les opposants sont bien en opposant, mais en gestionnaire, c'est le chaos total? Non, je crois que ça c'est une lecture biaisée. C'est une lecture biaisée parce que personne n'a le monopole du bien-être du Congo. Et je crois que le bien-être du Congo est fonction de la main collective que tout le monde met à la patte pour travailler. Il faut que vous soyez opposant, continuer à rendre service à la nation, tout en étant opposant. Et aussi, il faut, tout en étant au pouvoir, continuer à rendre service à la nation tout en étant au pouvoir. Alors, si on fait allusion au fait qu'il y a maintenant une primature qui est accordée à l'opposition, ce n'est qu'une résultante d'une crise, une situation de crise. Moi, c'était bien malheureux. Oui, c'était bien malheureux d'entendre un membre du gouvernement qui était opposant, qui disait dans une interview, j'ai tais son nom pour des raisons, parce que c'est pas important de parler des personnes. Donc je disais, il faisait allusion, nous sommes au gouvernement, donc il n'y a plus de crise. Moi j'ai dit, ça c'est une aberration. Votre présence au gouvernement, c'est le fait que nous soyons en crise. Donc du coup, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, il ne faut plus aujourd'hui se mettre à dire, voilà, vous faites moins que nous, ou nous aurions fait plus que vous. Il faut se demander qu'est-ce que les uns et les autres font pour que nous puissions atteindre les objectifs de sortie des crises. L'avant-dernier sujet, mesdames et messieurs, l'avant-dernier condensé, nous allons parler un peu d'économie, c'est l'arrêt de travail à l'OGEFREM, il y a crise aussi à l'OGEFREM, hein, vous le savez, et par rapport au code minier, ça a été vraiment l'information choc de la semaine, le départ de 7 opérateurs miniers de la fédération congolaise. Vraiment, ça a été un choc pour plusieurs. On s'y attendait pas. On savait déjà qu'il y avait des problèmes, mais leur départ, personne sentine le glas de l'exploitation minière en République démocratique. Serge Noumbé nous en dira un peu plus. Image. Ils se sont massivement mobilisés devant la grille d'entrée de l'OGEFREM. Les agents de cette entreprise publique protestent contre l'acharnement sur leur directeur général. Notre PCA, ils veulent combattre
Là, les projets de bienfaisance. Recule comme ça, on est dans la voie publique. Recule joli. Joli recule. Il vient à peine d'arriver, même pas une année. Regardez comment on est en train de les traiter. Depuis le 13 juillet 2017, une nouvelle équipe a été nommée à la tête de l'OGFREM. Aujourd'hui, le vice-premier ministre boutique des choses pour faire tomber cette direction. Son intérêt. Monsieur le chef de l'État, vraiment écoutez-nous. Nous sommes vos enfants. Vous avez écouté nos cris. Vous avez fait partie de l'ancienne équipe, vous avez amené une nouvelle équipe. Monsieur Saïd Matambo, patient, et monsieur Olivier Manzila, ils sont en train de redresser le chef. On le sent et on le voit. Mais maintenant, le PCA et monsieur le ministre, ils sont en train de torpiller vos propres actions, monsieur le chef de l'État. Ça signifie quoi? Il foule au pied votre autorité. Jean Cyrus Mirindi, venu tenter de convaincre ses collègues à reprendre le travail, a été repoussé par les manifestants. Pour le représentant de l'intersyndicale, il est question d'exhorter les manifestants de continuer à faire preuve de discipline pendant la manifestation. Camarades de l'OGFREM, l'intersyndicale vous demande une chose. Jusqu'ici, vous avez fait preuve de la discipline. Nous avons apprécié la maturité des travailleurs. Restez disciplinés. Signalons par ailleurs que les manifestants ont salué la collaboration entre les agents et les forces de l'ordre. Ils sont au nombre de 7, les principaux opérateurs du secteur minier reçus il y a plus d'une semaine par le président Joseph Kabila au sujet de leur réticence sur le nouveau code minier. Ils ont décidé de quitter la Fédération des entreprises du Congo, parmi eux le patron de Randgold, Angogold, Ashanti, Glencore, Ivanhoe Mines et China Molybdenco. La raison avancée est qu'ils disent n'est pas valablement représentée au sein de la FEC. Pourtant, il y a un mois, le numéro 1 de la FEC leur avait tenu informé de l'intention des autorités congolaises de renégocier leur partenariat avec la Générale de Carrières et des Mines, GECAMINE, la société d'État qui gère le secteur minier en RDC. Une promesse qui ne semble pas avoir été concrétisée, le départ de ces miniers de la FEC suscite des spéculations. Certains disent qu'il serait le fruit de la déception du fait que leurs préoccupations n'avaient pas été rencontrées par le chef de l'État. Jusque-là, rien à signaler quant à leur activité économique au pays. Mais les observateurs avisés parlent d'une pression implicite sur le gouvernement congolais qui, malgré la promulgation du code minier, devrait leur accorder une oreille attentive. Serge Numbi, est-ce pas du chantage de la part de ces opérateurs miniers? Parce que le nouveau code minier quand même va favoriser quand même le pays, hein, parce que l'ancien code minier, nous avons appris, n'était pas très favorable à la RDC. On n'avait pas trop les retombées de nos propres richesses, parce qu'à l'époque, on devait faire appel à ces investisseurs, leur faciliter un peu la tâche et tout ça. Mais après plusieurs années, on s'est dit, ben voilà, essayons cette fois-ci de mettre carte sur table et que la RDC se retrouve. Est-ce que ces opérateurs miniers ne font pas du chantage, tout simplement? Ça se pourrait qu'ils font du chantage, hein. Vous savez, on est en théorie des négociations. Quand on est en théorie des négociations, le plus fort essaye de tirer vers lui le plus possible d'intérêt. Et que ce sont des vieux routiers, ils connaissent un peu ce que c'est que ses intérêts, ils savent ce que c'est que la RDC, le potentiel de la RDC, et ils veulent certainement garder ce qu'ils veulent aussi garder. Mais il y a aussi une autre approche qu'il faut mettre sur la table, c'est la plaidoirie, le lobbying de la RDC. Vous savez qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire, voilà, nous avons des gisements, nous avons des espaces à exploiter. Il faut trouver les bons exploitants pour valoriser ces espaces. Et c'est à ce niveau-là que moi je pense que la stratégie de la RDC, qui est certes de renouveler, de revoir le code minier, mais cette stratégie devait ou devrait se faire accompagner d'un véritable lobbying auprès d'autres personnes qui pourront être les Chinois, autant... Les Chinois, parce qu'il y en a qui disent que les Chinois ne regardent pas ailleurs. Chinois, Allemands, Belges, Canadiens, ce n'est pas les origines qui nous importent ici, c'est les intérêts de la RDC. Moi, je me dis qu'il y a eu dans ce dossier deux approches. Une approche qui était politique et une approche qui était commerciale. L'approche politique a permis à ce qu'on puisse mettre en place
ce nouveau code minier, avec les enjeux. L'approche commerciale, c'est qu'il fallait également que le gouvernement congolais mette en place une véritable politique de lobbying, de séduction, pour qu'aujourd'hui nous soyons le plus offrants. Parce que si nous sommes le moins offrants sur les marchés, nous aurons des espaces qui resteront inexploités et nous mourrons de notre faim. Mais quand même, il y a une certaine peur. Hein. Les gens se disent, mais comme d'une façon officielle, cela n'a pas marché, ben, ces multinationales peuvent attiser les petites tensions à l'est de la République, les petites guerres, les petites rivalités, pour qu'elles puissent maintenant puiser à l'aise. Parce que c'est ce qui s'est dit, ce sont ces multinationales qui, je sais pas, moi j'ai dit souffle sur le brasier congolais. Déjà, à l'est, c'est pas le calme absolu. Et avec ces semi-échecs, ils pourront armer des rébellions, fomenter des complots. Heureusement que votre émission passe demain et qu'on pourra suivre facilement, et que ces décideurs qui nous suivent sauront déjà que, attention, il y a risque que l'Est soit également instrumentalisé. Mais ça va leur profiter, Serge Nyongbe, parce qu'il y a des multinationales qui préfèrent cette situation de guerre, de tension, et il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de taxes, ils s'en vont. C'est encore pire. Oui, mais Paulette, ici, il faut savoir qui peut aider le Congo à sortir de la crise. Nous avons un État, c'est déjà mieux qu'Israël. Okay, nous avons la RDC, nous avons un pouvoir en place, nous avons des institutions qui n'a pas de leadership, parce qu'ils n'arrivent pas à s'imposer. Même avec ce code minier, le chef de l'État a laissé une assise. Un leadership pour un État. On va le faire de cas par cas. Un leadership pour un État, c'est surtout les lois qui organisent cet État. Parce que le leadership d'un État n'est pas forcément l'individu qui doit porter l'État, mais c'est aussi les lois et par la suite les personnes pour assurer leur application. Alors moi je dis que on ne va pas ici en RDC se dire, tiens, nous avons peur que ces multinationaux nous fassent la guerre, alors donnons-leur tout ce qu'ils veulent les yeux fermés. Moi je dis niet. Nous avons des lois qui sont mises en place pour l'intérêt de la République, je l'espère. Vous voulez travailler avec la RDC, voici nos conditions, mais cependant, il faudrait que nos conditions soient également à même de répondre aux besoins de la RDC. La situation à Logefrem, qu'est-ce qui se passe encore à Logefrem? Pourtant, c'était une des grandes entreprises de la République. Moi, je me souviens, sous Émile Langoyi, Logefrem est brillé de tous ces feux, de ces mille feux et tout ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression que Logefrem est devenu aussi un peu comme la primature. Hein. Aujourd'hui, champ de bataille, on voit les images, les agents qui sont à l'extérieur, des mois d'impayement. La situation n'est plus très clean à Logefrem. Est-ce que vous avez des informations? Qu'est-ce qui se passe à Logefrem aujourd'hui? Je n'ai pas d'informations particulières. Je peux au moins dire qu'il y a une micro-gestion qui pose problème, une certaine décentralisation qui pose problème. Je sais, nous avons vu affiche à l'appui que le travailleur réclamait la démission du PCA sous prétexte qu'il voulait reclasser, relancer des personnes qui étaient déjà soupçonnées de corruption et de détournement d'argent. Tiens, on dit détournement d'argent, on dit justice. Est-ce que la justice est informée de cette situation? Nous avons le procureur général de la République qui a certainement également suivi cet élément de près. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre que la maison se brûle totalement pour prendre des décisions. Le GFREM, c'est aussi l'économie de la RDC. Nous savons tout ce qu'il y a comme taxe maritime. Sous quel ministère? Quel est le ministère tutelle de l'OGFREM? Nous avons le commerce, nous avons le ministère des commerces. Des transports aussi. Des transports aussi, oui, des transports avec monsieur José Makila qui est là. Le fret, c'est du transport. Il devrait donc, aujourd'hui, en tant qu'autorité des tutelles, prendre des mesures qu'il faut parce que... Une décision officielle du gouvernement par rapport à l'OGFREM? En tout cas, je n'ai pas suivi. En tout cas, personne, c'est la sourde oreille maintenant. On attend quoi? On attend voir que c'est la situation, qu'on atteigne des mois allongés d'impayement où les gens ne vont pas travailler, manque à gagner pour la République, et tout ça au dos de qui? Au dos du Congolais moyen qui paye durement ses impôts, sa taxe au jour le jour. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'intervenir quand c'est la crise. Maintenant, c'est une situation qu'on peut encore récupérer. Qu'est-ce qui se passe? On parle des détournements, diligenter une enquête, amener à ce que les responsables soient sanctionnés pour que le calme revienne et que la République
fasse ses entrées économiques. Nous allons terminer par le social, l'éducation. Hein, il y avait une situation assez tendue au Grand Kasaï parce que, moi je le dis, excusez-moi cher inspecteur, après le découpage, on n'y arrive toujours pas, laissez-nous du temps parce que les provincettes là, moi je suis pour le retour des 11 provinces, on était assez calme. La réconciliation à l'ISTEM et à l'université Mbuji-Mayi, il y avait eu des tensions là-bas. Et au sport, nous n'en parlons pas souvent et nous allons vous donner quelques informations par rapport au léopard de la RDC. Il est venu en mission de paix dans la ville de Mbuji-Mayi au lendemain de l'affrontement entre les étudiants de l'ISTEM et ceux de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a eu droit à un accueil chaleureux de l'aéroport jusqu'au gouvernorat. Ici, Sindika a tenu des réunions marathon. D'abord avec les comités de gestion de 2 établissements. Ensuite, viendra le tour des étudiants de l'ISTEM et de l'UEM. Ces réunions ont abouti à une réconciliation des étudiants en conflit, ce qui va permettre au ministre de l'ESU de lever la décision de suspension de cours et d'annoncer la reprise des activités académiques ce mercredi. Pour rappel, un match de Nzango organisé à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars dernier, mettant aux prises les étudiants de l'ISTEM et de l'université officielle de Mbuji-Mayi, a provoqué un affrontement au bilan matériel très lourd, surtout pour l'ISTEM. En ce jour où la paix et l'ordre revient dans ces établissements, le ministre de l'ESU annonce également des sanctions contre les auteurs de ces incidents. Après leur cruelle élimination par la Tunisie au Mondial Russie 2018, les Léopards seniors vont refaire surface le 27 mars prochain à Dar es Salaam pour affronter les Taifa Stars. Question pour les protégés de Florent Ibenge de bien préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Parmi les nouveaux venus figurent Aaron Chibola de Kilmarnock en Écosse et Gianelli Mboula, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Actuellement, il évolue au sein des formations de Toulouse. Certains joueurs également reviennent comme le milieu de terrain Youssouf Moulumbu. Parmi les joueurs convoqués, l'on note les retours de Yannick Yala-Bolassier, l'aile du club anglais d'Everton, qui souffrait d'une blessure au ligament croisé. L'attaquant congolais a été écarté du terrain durant quasiment une année. Par contre, Marcel Tisserand de Wolfsburg et Chadri Kakolo ne figurent pas sur la liste de Florent Ibenge. Les autres joueurs faisaient partie des derniers éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le regroupement s'effectuera ici à Kinshasa le 25 mars prochain avant de s'envoler en Tanzanie. Notons que la République démocratique du Congo occupe actuellement la 3e place au classement de la CAF et 39e au monde. Pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, les Léopards seniors occupent les poules positions avec 3 points. Nous sommes en train d'atterrir, mesdames et messieurs. J'aimerais laisser la parole à Serge Noumbé qui pourrait nous donner son point de vue par rapport à ces 2 éléments. Nous avons cette réconciliation à l'ISTEM et par rapport au Léopard qui émerge. Nous savons que nous sommes déjà éliminés pour la Coupe du Monde 2018, dommage. Nous l'avons en main comme ça face à la Tunisie. On y avait cru jusqu'à la dernière seconde. Mais bon, toujours soudés derrière les Léopards, nous les soutenons toujours. Votre réaction par rapport à ces 2 éléments, Serge Noumbé, avant de nous dire au revoir. Oui, c'est très bien. Nous avons vu le ministre de l'ESU, l'enseignement supérieur et universitaire en province, c'est bien. Il est allé éteindre un feu, a-t-on compris. C'est bien. Je salue cette initiative parce que l'école est sacrée à tous les niveaux. L'école est sacrée. L'école est sacrée parce qu'une nation sans école est comme un bateau sans repère, sans boussole. C'est comme un avion qui est là en train d'errer et ne sait pas sur quelle piste se poser. Et moi je me dis que l'école, la RDC malheureusement l'a complètement vilipendée, cette école est complètement clochardisée
je le dis, que c'est important de la sauver. Mais pour la sauver, il ne faut pas forcément se déplacer comme l'a fait le ministre. Hein. Tout à fait, entre nous, je pense que le ministre, pour sauver, il faut prendre les bonnes décisions et il faut déléguer les bonnes personnes au bon endroit. C'est ce qu'il faut faire. Le problème, un autre des problèmes que nous connaissons, c'est qu'on aime bien personnaliser, privatiser une solution. Le ministre a en sa charge les secteurs qui est dérangé. En province, il y a une crise, et bien, prenez des décisions, les personnes qui sont là doivent assumer, prendre ces décisions et avancer. Il ne faudrait pas passer son temps, je l'ai dit, presque en colère, il ne faut pas passer son temps à sillonner des universités et universités, comme si vous étiez un sapeur-pompier qui devrait passer pour éteindre un feu. Il faut prendre les bonnes décisions et veiller à les appliquer. Les bonnes décisions pour l'école, c'est quoi? Je tiens à l'école parce que je suis passé par là et je pense que sans l'école, je ne serais pas ce que je suis. Et je remercie d'ailleurs mes encadreurs, mes enseignants. Les bonnes décisions, c'est quoi? C'est que nous avons un programme scolaire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est le contenu des programmes de l'école primaire? Il y a un véritable problème avec le cours de civisme. Il faut revoir le contenu. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Nous sommes vraiment en train d'atterrir. Un mot par rapport au léopard au léopard, j'ai dit bonne chance. Bonne chance au léopard. En tout cas, moi je le dis, bravo à toi Ibengue, Florent Ibengue. Tu continues toujours à coacher. Et déception ou pas, nous sommes derrière toi parce que nous sommes des vrais patriotes. Donc nous allons terminer par une note triste. Comme vous le savez, l'association des techniciens de l'audiovisuel du Congo a la profonde douleur d'annoncer la mort de Fabrice Kinikini, régisseur à la RTVS 1, en attendant le programme du deuil. Le deuil se tient donc, permettez la tautologie, au numéro 20, avenue Louchikou à Lemba Salongo. Donc merci à Serge Onyumbe d'être passé à la barre. Il est, comme vous le savez, président de son ASBL, j'espère, coordonnateur, merci, de son ASBL, jeunes et vieux. J'espère que l'alternance se fera aussi au sein de cette ASBL. Il est expert en communication. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à Rassis, à Guy Lukoki et à Papi Mandé qui a la régie finale, et merci à celle qui m'a habillé ce dimanche. Nous sommes donc partenaires, Fanny Mandina. Merci à toi pour ce coup de pouce à notre si beau métier, le journalisme, et nous vous encourageons aussi, vous les stylistes modélistes de la République démocratique du Congo. Nous sommes partenaires et partenaires à vie. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir. Inch'Allah.